qui a marqué quand même l'histoire du jazz contemporain. J'étais avec les gens qu'il fallait à la bonne époque. Oui. Pas du free jazz. Mais alors finalement, on peut dire que vous en êtes revenu, si on peut dire. Votre rapport avec le jazz a évolué. J'ai jamais été vraiment... Oui. Moi j'ai été attiré après 68 par... D'abord j'avais fait mes 10 ans de classique au conservatoire, mais à cet âge-là j'en avais ras-le-bol. J'écoutais beaucoup comme tout le monde de la pop, et puis j'en ai marre. Bon, je savais bien jouer de Debussy, mais bon, j'aimais, mais j'avais besoin d'autre chose, de plus rythmé et de plus bon. Et de plus personnel aussi, peut-être. C'était pas encore, j'ai trouvé plus tard, mais bon. Mais donc moi j'allais à tous les concerts bien de rock et de jazz, et pas de jazz du tout, de pop qu'il y avait à l'époque, enfin c'était les Who, c'est les Zeppelin, c'est comme tout le monde, c'était les Stones, quand ils passaient à Paris, c'était En tant que spectateur. Oui, mais alors j'ai eu mon orchestre dès l'âge de 15 ans. Petit à petit, vous avez choisi mon guitariste, chanteur. Votre bande. Moi j'étais à l'orgue. J'avais acheté un petit orgue électronique. Ah, oui. Et puis on avait des amplis incroyables parce que quand on avait des contrats, alors on jouait quand même dans des spectacles pour les soirées. Ça s'appelait comment ce groupe? Black, je sais pas quoi. D'accord. Un truc, je sais plus. Ça a changé de nom, enfin bon. Oui. C'est changé de nom. Par contre, ce qu'on avait gardé, puisqu'on était 4 musiciens de base, les batteurs, Comme les Beatles. changeaient tout le temps. Il y avait le guitariste, Hubert Petit, qui était un fort en maths, et son bac à 16 ans, il s'est arrêté peut-être 2-3 ans pour s'amuser. Et puis, alors on avait, chez les curés à Duroc, une cave très grande. Oui. À Duroc, oui. À côté de là où votre mère habite toujours. Voilà. Et moi, c'est marrant parce que je partais le matin, et puis en arrivant au métro, je dis non, je vais jouer. Et à 8h moins le quart, Hubert Petit, qui est un garçon qui est devenu agrégé de Madame Lesfino, tout ça, portait une tête. Et puis, pour les grands machins. Et puis, il était là à 8h moins le quart aussi. Et moi, j'étais là à 8h moins le quart. Le guitariste chanteur et l'organiste. On était tous les deux. Bon, et on attendait le bassiste qui était le frère de Arnaud Petit, c'était une famille de grands aristos. Bref, qui habitait, parce que l'hiver, il avait un appartement aussi à avenue Montagne, en face du Théâtre Champs-Élysées, avec un ténor et une attention, un truc de 200 mètres qui n'était pas à lui, je sais pas. Bref, une union très riche, un château, aristocratie. Et puis voilà. Mais le frère, le cousin, s'appelait Arnaud Petit, qui est mort récemment, qui avait mon âge, qui est dans le 13e, mais qui a un peu réfléchi sa vie. Par contre, c'est l'inverse du verre. Voilà. Et puis, qui est mort il y a un peu d'alcool et tout ça, conneries. Voilà. Et c'est un garçon à problème, il lui est arrivé à 15h. Et puis les batteurs, on a changé tout le temps. Là. Passé par Vincent Meyer, qui était comme l'arrière-petit-fils de Meyer, Banque Lazare et frère, vous voyez un peu le genre. Hein. C'est mon copain de classe au lycée 4, mais bon, au lycée 4. Parce que mon père nous avait placé là, il fallait le pont lycée et tout. Moi, puis nous, on séchait, quoi. On avait l'art de sécher. Mon frère, c'était par paresse. Et moi, quelquefois, j'allais avec lui, je jouais des flippers toute la journée. Et puis sinon, à partir de 15 ans, quand il y avait cet orchestre, c'était par passion. 8h moins le quart du matin, à Duroc, j'allais donc chez les curés. On avait un local chez les curés, il était très gentil, il dit, juste au moment de la messe, pour pouvoir jouer un petit peu plus bas. Parce qu'on faisait des écoles d'ampli. Oui. Et puis il y avait des souvenirs épiques, on partait en Bretagne, maman avait loué une maison avec Curien, c'était le fils du machin. Ah oui, c'est le fils du ministre, le machin. Et lui, c'est pas doué, c'était surdoué. Alors lui, c'était les cheveux longs, il à peine parlé, badaud, machin. Et puis H4 ne voulait pas le lâcher, il a été lui grand, il s'est pu virer pour des raisons politiques. Il était comme nous, militant, je sais pas quoi. Et puis il a préparé normal sur tout seul, il est rentré à 19 bon, alors c'est les gars, les lycées se disputaient. Et moi je l'ai vu, j'étais en classe d'allemand, en 3e avec lui. Moi j'étais bon, c'est-à-dire je restais une heure, puis j'ai 15-16 quoi. Le gars il sort au bout de 5 minutes, tout le monde dit bon, ça ne pleut pas. 20. Bon d'accord, 5 minutes, 20. Bon. Là c'est plus d'intelligence, alors je dis à la fin, il disait normal, c'est lui d'aller le voir, puis il dit mais t'as de la chance d'aller comme ça, de l'archi, de la musique, t'es bon en maths, et puis ça sert à quelque chose que tu vas faire.
écoutez, je vais mettre, parce que moi je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, je crois que je vais partir faire de la météo. Il y a quelque chose à faire en Australie. Je n'ai pas de nouvelles. J'ai des anecdotes qui disent, en disent long sur le climat d'une époque. Oui. Et puis dans ce milieu, finalement, assez. Enfin, j'aimerais bien qu'on. Parce que là, on va passer des heures là-dessus. D'accord, non, mais vous arrêtez parce qu'effectivement, j'ai l'art de la parole, mais bon, en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a donc cet orchestre pop de 15 à 20 ans. Mais tout de suite, on va dans les studios, on va dans les soirées, on joue du rock, on a tout joué. Les Who, machin, Waguna, et tout ça, on fait tout, en concert. Et puis, moi, je découvre deux, trois musiciens de jazz qui arrivent 5 minutes, qui font un petit partage pour le thème, puis qui improvisent impeccable pendant une heure, ils sont enregistrés en studio. Alors, je reste comme ça. Deuxième choc, mon ami batteur Vincent Meyer prend des cours chez Kenny Clark, qui avait une école à Paris. Il joue spécialement 2 heures de batterie tout seul. Je ne me suis pas fait chier une seconde, j'étais ébahi. Ah oui. Et le choc, c'est 20 ans, je vois à la télé André Francis à Château-Vallon, qui était le plus osé des festivals, c'était free, avec musique contemporaine. Bon. Et puis un état d'esprit, c'était le rêve du grand soir de mes copains, hein, le Tourière, le grand soir. Moi, j'y croyais pas trop, hein, faut pas déconner, que le grand soir transcrite. Et d'ailleurs, il n'est toujours pas venu, il ne viendra jamais. C'est un rêve. Mais moi, le rêve, je voulais le vivre. Alors je vois ça, je dis, ça ressemble un peu à ce rêve collectif. Je vais là-bas à 20 ans, je ramène ma copine, je dis, on va là-bas, tranquille. Château-Vallon, moi je joue un petit peu le piano de l'orgue, mais je me délecte parce que atelier carrément, à côté d'où on était logé, dans toute la pinette, des gens qui dorment sous la tente, libres, indépendants, bref, et un collectif dans les arènes de 3500 personnes, au moment où la nuit tombe. Non, je l'ai dit, ça s'arrête. Écoutez, c'est bon. Bref, c'était assez étonnant, parce que c'était ce rêve de 3000 personnes, cheveux, les machins, sympas entre eux, qui se passent des trucs, une pinette, machin, dick, à hauteur, à 1000 mètres, et on voit la bête tout loin, quand le soleil tombe, notre cher André Francis, chef de jazz, on s'interprète, arrive, il y a les télés, il y a tout. Et dit, ben voilà, il y avait bon, tous les free jazz black power, donc les militants noirs, c'est pas c'est du free noir, bon. Et aussi les vieux cons, alors, puisque je parlais comme ça maintenant, mais déjà je le pensais, Oscar Peterson, Grappelli, machin, bon, qui jouait un jazz poli et gentil, et c'est un mélange de tout. Il fallait bien organiser un festival qui ait le droit de... Et puis Michel Portal, évidemment, qui dégageait autre chose, etc. Et puis aussi bien même Solal, qui jouait avec un contemporain vachement savant, sérieux. C'est ce que, comme disait très bien ma femme, Solal, c'est notre boulaise du jazz. Voilà. L'atout du jazz. Bon, alors, il y avait un petit peu tout ça, Carla Blair, Charlie Mingus, qui j'ai pu parler. Vous pouvez parler, il y a un petit château pour les musiciens. 3 ans après, moi je reviens là-bas avec mon autre copine. Et puis là, je discute avec Alain Brunet, qui était premier à avoir fait une thèse d'état sur le jazz, qui était aussi musicien, trompette. J'avais une telle passion pour toute cette musique, j'allais à tous les trucs, et je jouais 5 heures par jour à côté de mon marché. J'étais imbibé de tout ça, quoi, de tous les articles sur chaque disque, j'avais une collection de disques, et j'allais, c'était aussi une musique vivante, j'allais partout tous les soirs, et moi je jouais déjà au Théâtre du Noir, par exemple, à Rue-du-Soudan, je commençais à sécher un peu les cours, parce que j'avais séché à le lycée aussi, à partir de la première terminale, j'y allais jamais. Ils s'arrangeaient pour avoir une bonne note, sans y aller, quoi. J'étais mal à main, quoi. En archi, Beaux-Arts, c'était la merde, et puis ça, c'était trop sérieux pour moi. Alors je faisais le moins possible pour passer. Voilà. Puis j'étais curieux de m'ameubler l'histoire racontée. Je l'ai un peu dans tout Paris. Comme en 68, j'avais le 3 mai 68, ce jour-là, mon anniversaire de 15 ans, j'étais, avec ma petite nana, habité au boulevard Saint-Michel-Saint-Germain, j'étais au lycée Ricard, je rentre pour passer chez elle. Alors, on vivait au quartier latin à pied toujours. Puis c'était pas la même ambiance que maintenant. Hein. Et le 3 mai, je me retrouve en face des flics et puis derrière les manifestants. Bon, je m'échappe parce que j'étais champion de course, mais je vois comment les flics vont tabasser jusque dans le métro Odéon, les vieilles comme ça. Folie.
délire. Mais en même temps, je lisais, parce que j'étais curieux. J'étais un peu freudo-marxiste, et puis je commençais à lire Lefebvre, La société bureaucratique de consommation, quoi. Henri Lefebvre, c'était le propriétaire du mouvement. Et son préféré, c'était Baudrillard, évidemment. Sur la puce, la sémantique, etc. La sémiologie, qui est devenu très... Il est mort un peu pessimiste, d'ailleurs. Il est un copain. Bon, moi j'ai tout lu, le système des objets. J'adorais Baudrillard. C'était délecté, et puis Henri Lefebvre. On n'en parle plus, mais moi ça reste très présent. Puis après ça a été l'homme universel de Marcuse. Bon, d'accord, oui. Tous les freudo-marxistes, parce que je voyais bien l'articulation fondamentale, mais vous pouvez être marxiste, c'est lui, mais pour moi, on ne peut pas être marxiste sans être freudien. C'est sans s'appliquer de la psy au social, et sans faire du social avec de la psy. Un patron, c'est un père. Un patron, c'est un père. Donc il y a une dimension psychanalytique dans l'organisation sociale de l'industrie, etc. Et voilà. Et vice-versa. Donc j'étais passionné par la psy et la socio, évidemment. Et je voulais faire MSH, maths, sciences humaines, psy, socio. Je connaissais avec le bras, mon père connaissait beaucoup de gens. Je l'avais vu, il m'a dit, ouais, Daniel, il y a un truc. Tu fais tes 6 ans, peut-être tes télé, tu ferais ta musique à côté. T'as un gagne-pain, fais ta musique. Je voulais être musicien. Mais je voulais être aussi astronome. Mais astronome, c'est impossible. Vous allez vous chez vous êtes sur un ordinateur. Vous regardez même plus le ciel, vous êtes devant des écrans trop spécialisés. C'était plus l'astronome amateur que j'avais été. Voilà. Astronomie et psychosociaux, et la vie, quoi. Cette vie qu'on présentait, qui ne me plaisait pas. Je trouvais la ville moche, je trouvais les gens... Bon, ça ne me plaisait pas. Je faisais partie de ces révoltés de fils de bourges d'après 68. Et puis, on me traitait quelquefois de bourgeois encrassés par certains fils d'ouvriers, et ils n'avaient pas tort. Parce qu'on mettait des trous dans les jeans pour faire encrasser, pour faire peuple. On s'habillait comme ça, c'était la mode. Mais il comprenait très bien, le fils d'ouvrier. C'était pas fils d'ouvrier. Je l'ai compris aussi en étant étudiant en architecture, il n'y avait que des fils de bourgeois. J'ai volontairement été manœuvre à Cergy-Pontoise sur la vie nouvelle que j'étudiais. D'un autre côté, en tant qu'urbaniste à l'antenne, j'ai passé 2 mois et j'ai imprimé le tourrier en ce moment. 10 heures par jour, 1 mort par jour, que des Portugais, des Marocains, des Algériens, qui étaient en manque de tout, parce qu'il n'y avait pas de femmes. Il y avait une grosse femme qui lavait les carreaux, il était 500 à regarder. La misère, 10 minutes pour manger à la mairie, et 10 heures par jour de boulot, 6 jours sur 7. Après ça, 2 heures de queue pour la douche. Mais les tourrières, ils sont restés dans la vie. Moi aussi, j'étais correct. Et quand j'étais sur le bord d'un truc qui avait des fers en latente, et le mec qui tombait 1 par jour, le contrôleur il disait, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir, il y a une ambulance par jour. Voilà. C'était le Moyen-Âge. Là, je me suis dit, c'est pas la peine, on n'est pas dans le raisonnement. Là. Tu mets un mec comme ça, moi j'ai fait que 2 mois. Mais bon. Un mec comme ça, il fait 5 ans comme ça, il n'a même pas de famille, pas de femme. Il est totalement déstructuré. Alors, donc, on revient un peu sur votre carrière. À quel moment vous avez été reconnu par le milieu du J'ai eu jazz? beaucoup de chance, parce qu'à Château-Wallon, donc à 23 ans, 76... Oui, justement, à ce moment-là, on ne vous avait pas encore programmé. Mais moi, je répétais beaucoup partout, au Théâtre du Noir, avec François Tusk, qui était le pianiste maoïste, voilà. Et puis beaucoup d'autres, bon, qui sont venus, Alain Jean-Marie, il y avait Nico Nissim, l'Antillais, il y avait tout un Bobby Few, il y avait beaucoup d'Américains. Frick, qui sont venus à Paris. Alan Silverite, je sais qu'il montait son école, Steve Potts. C'était un lieu. Finalement, le jazz était plus vivant à Paris qu'à New York. La ACM, les révoltés n'avaient pas tellement de place. Je me demandais pourquoi. Bon, ils étaient là, et puis il y avait nos Français révoltés, genre Tusk, Maui, qui jouaient entre. C'était pour moi la jonction entre musique populaire, que ce soit le blues, ou là c'était breton, on cherchait des racines, où Bernard Lubat il jouait la musique basque de son pays, et en même temps il était fasciné par Kenny Clarke, donc ils avaient appris la percussion contemporaine, donc c'était cette dialectique entre le savant et le populaire. Le jazz c'était toute cette oscillation. Oui, c'est ça. Et avec en même temps l'émergence du cri. C'est-à-dire si le corps a été redit par Freud, là il était remis en jeu, aussi bien dans le domaine du théâtre qu'il y avait des expressions, les gens arrivaient à poil, etc., que dans le jazz, de commencer à sortir des sons n'importe quoi pour
C'était un peu le surréalisme dans le jazz, dans la musique. Mais appliqué, c'est vivant. Quand il y a un trombone qui pue à coulisses, c'était des photos encore ici, Ouais. des instruments inventés, quoi. Ouais. Tu n'es pas agrandir tellement c'est complètement... C'est impossible maintenant, un truc pareil. C'était un rêve, un rêve. Là, on est dans les années 70, c'est ça? 76. 76. Et ça a commencé à 73, qui était déjà par la télé. La télé passait le festival de Château-Vallon, le plus d'avant-garde et le plus risqué. Il y avait Antibes qui continuait sa petite programmation, puis un jazz. Et là, c'était même le mot jazz, ça s'appelait musique ouverte. D'accord. Donc il y avait les contemporains, les percussions de Strasbourg, ils venaient jouer ici. Il y a un peu tout. C'était un brassage intéressant. Plus l'intelligence devait être des ateliers, il y avait des saxos partout. Même moi, j'en avais marre d'entendre des saxos la nuit. J'avais une petite chambre avec ma copine, n'importe qui, il y avait hors atelier, il y avait du saxo partout. Un thème de Sonny Rollins, de Coltrane, machin passé. Vous ne jouez pas du saxo, vous? Non, moi non. Moi, j'ai essayé, je ne suis pas doué ni pour la trompette, ni pour le saxo, ni pour la clarinette. Tout ce qui est avant, je ne suis pas doué. Oui. Tout ce qui est percussion, j'adore. J'ai fait à peu près tout. Et puis j'ai adoré aussi tout ce qui est guitare, luth, mandoline, machin. Bon. Ah, quand même? Ah oui, ça, j'avais une collection d'instruments qui a brûlé. J'ai eu un instant il y a 27 ans. Il y avait toute une pièce d'instruments qui a brûlé. Quelques-uns ont rescapé, un balafon. Donc les cordes, vous connaissez un petit peu les cordes? Ah, j'ai joué 10 ans de guitare, moi. Ah oui, d'accord. Puis différentes, la folk, la blues, Oui, la oui, classique, aussi bien le bénisse que du folk. J'adorais le groupe Pintan, par exemple. J'adorais les groupes bretons. Bon, alors donc finalement... les musiques du monde aussi. Les musiques du monde, j'écoutais les musiques de Bali et de Java quand c'était pas encore touristique, avec les chants de trance. Ouais, écoutez ça dans votre petite jambe. Des choses comme ça, bon, déjà des frissons dans le dos, hein, c'est pas... Ça remet tout en question, le petit conservatoire, là, Debussy, Ravel et machin, et Bartok, qui sont revenus, puis quand j'ai vieilli à Mitière, quand même, c'est pas mal, c'était le petit chef-d'œuvre, mais c'était tout à fait autre chose, c'était une musique vivante. Alors moi, je monte de marche avec Alain Bonnet, puis vous venez à la discussion, donc je m'y connais bien et tout. Mais écoutez, je me dis, j'ai pensé à une chose. On a pensé sur une défection, parce qu'on a un petit festival off, mais une défection demain soir, on a 3 quarts d'heure, 1 heure. Est-ce que tu te sens capable de nous faire du piano solo sur la grande scène? Et moi, ouais, c'est fou. Piano solo, le plus grand festival dans la grande scène. Je venais de voir Oscar Peterson, il y avait Solal, il dit attention, je suis un petit jeune, moi je suis passionné, mais bon, je dis ouais, j'assure de moi comme si c'est partant. Là, la notion de destin, quand je regarde après coup, c'est quand même curieux tout ce qui s'est passé. Bon, après ça, on peut gratouiller dans l'astro, puis voir qu'évidemment, il y avait Soleil Jupiter en Gémeaux, Trigone, Saturne, Neptune en 10, bon, tout était là. Mais enfin bon, ça c'est la mise en scène, elle est là. Mais quand même, quand on le lit, ça c'est marrant, parce que c'est pas bon. C'est vraiment un si, tac, j'arrive. Alors comment ça s'est passé? Bah, j'ai joué sur scène, c'était génial. Vous avez dingue, etc. Vous avez joué quel genre de musique alors? Du free. Bah, j'ai joué du free. Ça correspond à ce que vous faites, ce que vous avez fait par la suite? Rien à voir, j'ai évolué tout le temps, moi, ça n'a rien à voir. Déjà avec les années 80, dans la radio, c'était encore un free, mais beaucoup plus lyrique, comme on faisait avec un peu l'esprit Coltrane, du quartet de Coltrane, un peu spirituel. Vous ne pourriez pas jouer ce que vous aviez fait à l'époque? Bah, en piège roulante, non, il faut être... Là, physiquement, je ne peux pas. Mais c'était... moi, j'ai des enregistrements à partir... On va m'envoyer à partir de 76, ils m'ont envoyé des trucs filmés à Château-Vallon. J'aimerais voir ce que j'ai joué. Mais il y avait l'esprit, la passion, la force. Oui. J'étais dans ce mouvement-là de musique à la fois d'avant-garde. Cécile Delors jouait complètement. Lui, il arrivait, il jouait avec les coudes. Je vais une question incidente. Est-ce qu'il y avait des femmes dans ce milieu qui jouaient? C'est le problème. C'est le problème qu'on s'est tous posé parce qu'il y a quelques chanteuses traditionnelles, bon, Copie et la Fitzgerald. Mais au niveau du rythme instrumental, tout ça? Au niveau instrumental, il y en a très peu. Pourquoi, à votre avis? Ben, c'est une musique de mec. C'est une musique de mec. Yang, c'est une musique à puissance. Ce qui exige aussi une certaine forme d'improvisation, parce qu'on revient à la question. Il y a l'improvisation d'une part que les femmes ne sont pas capables. Voilà. Elles ne sont pas douées pour ça. Oui. Parce que moi j'ai enseigné beaucoup
je dirais pas le jazz, ça c'est le piano. Mais évidemment, je proposais quand même, je dis comme plutôt de jazz quand même, au départ. Puis j'ai essayé de voir, pour quelques semaines, même en disant la règle du jeu. Je prenais un thème facile, les Evis All Blue, il y a quoi, il y a 3 accords. Des variations, oui. C'est plutôt une phase feeling, il y a 3 accords. Déjà, les 3 accords, juste le thème, c'est vraiment pas la peine d'être grand pianiste, bah, c'est paf, puis ça sonne bien, c'est carré, paf, c'est puissant, quoi, c'est les bonnes notes, mais c'est assez simple dans la tête. Et alors, même ça, c'était pas possible. Si, mais je veux un peu, mais il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de swing, il n'y a pas de machin, il n'y a pas d'implication du corps, rien du tout. Donc à ce moment-là, pianistiquement, instrumentalement, ça donne pas du tout comme si les mêmes notes jouaient par. C'est pas constant. Un vrai musicien du jazz, ça n'a rien à voir. C'est les notes, mais c'est pas du tout la même musique. Oui. Moi j'ai un ami, par exemple, qui est passé plutôt contemporain, mais il a écrit un bon bouquin sur l'improvisation musicale, c'est le seul. Ah bon? Ouais, je sais pas, je dois l'avoir quelque part. Ah oui, comment ça s'appelle? C'est Denis Le Vaillant. Oui. Le Vaillant, qui a donc tout au mon âge, qui maintenant est devenu prof de musique contemporaine, je sais pas où, et puis qui a écrit 2 bouquins très intelligents, un sur le piano, la facture et tout ça. Et on terminera un petit peu sur quand même là. Alors l'improvisation. Il y a l'improvisation et puis il y a l'implication. Parce que là, quand un pianiste classique, par exemple, il va prendre une partition, celui qui va jouer le mieux, comme Horowitz, comme François machin, ou Glenn Gould, c'est des gens qui vont y mettre eux-mêmes une telle compréhension, beaucoup plus qu'intellectuelle, une telle façon de jouer, un tel toucher, l'implication du corps, un petit peu déjà du toucher, je dirais le sens du toucher, tel qu'on va reconnaître le gars, même si c'est l'œuvre de Chopin, Mozart, Schubert, on reconnaît que c'est Bach par Glenn Gould, c'est assez, on entend les 2 mains, les 2 voix, la polyphonie, comme ça, en relief. En plus, moi j'ai vu à la télé parler de ça, t'es tellement fou dans son truc, bon c'est clair, tout y est quoi. C'est lisible, tout d'un coup c'est lisible, Bach. Il n'y a pas, c'est le contrepoint, en relief. Oui, ça vaut le coup quand même de bosser comme un fou comme ça. C'est ahurissant. Il y a plein de gens qui jouent les partitas ou les variations de Goldberg et puis ça sonne absolument pas comme ça. C'est pas en relief. Et sur les mêmes pianos, hein, c'est pas. Et alors, il y avait des techniques qui jouaient plus bas que tout le monde, il était comme ça. Je trouve ça, c'est étonnant, cette passion. Alors, il y a des gens comme ça, soit surdoués, mais qui. Surdoués. C'est gentil de dire surdoué, génial. C'est une implication de boulot, quoi. Boulot. Il n'y a pas de secret en musique. Comme dans tout, je veux dire, si vous voulez être champion de vélo ou sportif, je sais pas quoi, il faut, à talent égal, bosser un peu plus que les autres. Bon, il y a un petit plus qui peut être un don, peut-être il était fait pour ça, je sais pas. Mais enfin, quand même, on consacre un temps, on investit psychiquement là-dedans, tellement que bon, quand on veut réussir, c'est pas une ambition pour l'ambition, c'est pas pour avoir une médaille, c'est une passion. C'est vrai, c'est la passion. Mais alors, voilà, finalement, pourquoi est-ce que intérieur, donc pourquoi est-ce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, pourquoi est-ce que le jazz et la musique, ce qu'on appelle la musique contemporaine, pourquoi c'est différent justement? Ah bah c'est différent, complètement. Je veux dire, alors moi j'avais développé récemment une théorie que je vous soumets à toutes fins utiles. Oui. C'est que le jazz serait une musique noire au départ. Et la musique contemporaine, une musique blanche. Ah bah, la musique contemporaine, elle n'est pas du tout noire, elle est blanche. La musique contemporaine, oui, donc, à partir de Décaponis, pardon, ou même avant la période de Bussy Ravel ou Scriabine, machin, c'est la musique intellectuelle, elle est blanche, elle n'est pas du tout noire. Le problème de toutes les histoires du jazz explique ça. Le démarrage est assez complexe. Parce que d'un côté, il y a les Noirs esclaves. Bon, ils commencent par les, à 1870 par les worksongs. Ils chantent pendant le travail. Ah oui. Après ça, ils s'approprient de toute façon les chants religieux dans les églises. Ah oui. Ça commence avec des gros spirituels, les gospels, voilà. On passe petit à petit, en 50 ans. Et là, il y a une passion. Alors moi, j'étais pris complètement par ça, parce qu'il y a une passion comme dans les passions de Bach. Oui. Évidemment, la passion religieuse n'appartient à personne. Oui. Elle peut être donnée, exprimée. Elle est exprimée souvent par une oppression. Une oppression et une douleur. C'est quand même une douleur qui va créer une intensité. Il y a besoin d'intensité. En tout cas, de l'exprimer. C'est ça.
d'expression. Parce que maintenant, c'est des jeunes qui vont apprendre comment faire un gospel qu'ils chantent, entre deux métro, de CV, de machin blanc en France, ils joueront peut-être des notes, mais c'est pas du gospel. Est-ce qu'il n'y a pas une Le différence? feeling et l'intensité. Alors, mon ami de Vaillant a écrit l'improvisation musicale, et en dessous, essai sur la puissance du jeu. Oui. Je trouve ça très, très fort. La puissance du jeu. D'abord, c'est un jeu, il y a une certaine liberté qu'il n'y a pas dans la partition. C'est hors partition. Parce qu'en improvisation, ça va du tout au maximum, c'est-à-dire, j'arrive avec une clarinette, je ne sais pas ce que je vais jouer. Là, c'est le jeu total. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le jazz est plus dans la création collective que la musique contemporaine, qui au départ est celle d'un auteur particulier et précis? Mais la musique contemporaine, elle perpétue cette dichotomie folle qui n'avait pas du tout eu un siècle, entre l'interprète et le compositeur. Voilà. C'est-à-dire le compositeur, c'est un mec. Ou les interprètes. Ouais, les interprètes, oui, mais mais souvent il y a plutôt un compositeur, c'est difficile. Oui, il y a un compositeur et des interprètes. C'est difficile de composer à 15 mots. Alors qu'en jazz, il y a des compositeurs. Enfin, souvent le compositeur peut être arrangeur, si c'est un grand orchestre, il est arrangeur. Oui. Comme les grands arrangeurs, à partir de Duke Ellington, c'est un exemple terrible pour un grand orchestre, Beck ou Count Basie, lui il dirige, mais le son d'ensemble, c'est pareil que le chef d'orchestre en classique, il faut qu'il y ait un son d'ensemble pour que l'orchestre il sonne comme on veut. Pas une clarinette qui déconne, il n'y a pas machin. Donc là, il y a une sorte d'homogénéité et d'unité dans le truc. Alors, au niveau de la formation, alors effectivement, est-ce que la connaissance de la musique est la même? Donc pour être un bon jazzman, il faut avoir une certaine formation musicale quand même. À votre avis, ou pas du tout? Un bon jazzman, c'est un instrumentiste qui va jusqu'au bout de ce qu'on peut tirer d'un instrument. Tout, depuis le son barbare jusqu'à un truc très sophistiqué. Parce que le jazz était à la base très simple, c'est souvent des blues sur lesquels des structures 1, 4, 5, sur lesquelles do, fa, sol, la tonique, la dominante et la sous-dominante, c'est structures de base qu'on trouve dans toutes les musiques du monde, y compris la musique blanche. Donc voilà. Et après ça s'est un peu complexifié. À partir de la guerre, après il y a le bebop qui apparaît. Et, parce qu'avant c'était une musique tellement simple, il fallait que ça swing. C'était les mots de Duke Ellington. Swing. It's not a thing if you didn't swing. C'est rien si vous ne swingez pas. Parce que c'était une musique dansée. Mais il y a eu quand même des Roll Gardner 925-30 quand ils jouent, ou après ça, Art Tatum aveugle, noir qui s'intéresse qu'au foot et puis qui joue, on a l'impression qu'il y a deux pianistes, et c'est parfait, et il improvise. Carrément, Horowitz, c'est quoi ça? Il dit, mais je fais jouer à Carnegie, et il l'a fait jouer à Carnegie. Là, ça devient une musique savante. Après tout, de trucs quand même. Alors, le mélange, je réponds en même temps à la question du départ. Tout le monde cherche une explication, parce qu'il y a eu 75 millions d'immigrants en 19e siècle aux États-Unis. Il y a eu beaucoup, par exemple, de Polonais, etc., qui sont partis peut-être avec un instrument, ou qui avaient en mémoire leur mazurka, une partie de la culture occidentale, les singularités occidentales. Puis on dit que c'est la collision, je sais pas, entre une intensité africaine, pseudo, parce qu'il y avait quand même des règles, parce qu'entre le gospel et Count Basie, c'est pas du tout la même énergie, mais bon. On voit que ça se passait d'une façon vivante. Il y avait des clubs où on dansait, il y avait des endroits où on dansait de la musique. La swing, c'est ce qu'il n'y a plus d'ailleurs quand certains venaient à Paris en passage, ou à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, il y avait déjà, même avant la guerre, ou à Paris ailleurs, des vedettes américaines, la fameuse, je ne sais plus comment elle s'appelait, la Noire, qui avait eu un succès énorme, première danseuse, chanteuse noire, qui était à Paris, oh merde, ça ne me revient pas. Bon, ben, ça va venir tout à l'heure. Bon. Voilà, l'esprit noir, c'était un plaisir. Musique égale plaisir, musique noire égale plaisir. Et ça s'est articulé comme ça jusqu'à la guerre, jusqu'au moment où là, le jazz est vraiment devenu une musique différente et savante. Parce qu'il y a eu l'introduction de François Desgammes, qu'on appelle la quinte diminuée, qui était la quinte folle du Moyen-Âge, do, sol, c'est le fa dièse, et utilisée systématiquement à partir de Monk, Charlie Parker, machin. Donc on passe à une autre chose qui a intéressé les musicologues, là,
Parce qu'à ce moment-là, ça avait le statut de musique savante originale. Le jazz est devenu un truc qui avait une singularité, ses accords, son style. Et je ne parle pas des polyrythmies. Parce que le jazz insistait beaucoup sur... Vous savez, quand vous écoutez un orchestre, par exemple, classique, dit classique, vous avez au fond, vous voyez un mec qui joue au tambour ou sur un près d'un gros, on le voit pendant 10 minutes, il ne fait rien, puis tout d'un coup, il fait... En musique classique, c'est ça. Donc il a un petit rôle, quoi. Au cinéma, il a un petit rôle. Aujourd'hui, dans la musique contemporaine et de recherche, parce que vous allez écouter les vues, ça va être voilà, quand c'est les percussions de Strasbourg, quand c'est des, etc., ou des groupes qui se développent, là, c'est des polyrythmies incroyablement complexes. On utilise tout ce qu'on peut trouver, aussi bien des marimbas, et là, la percussion reprend ses droits. Mais je ne sais pas si ça plaît aux gens, c'est le problème. Cette musique ne devient pas très populaire. Expérimentale, c'est ça qui est embêtant. Voilà. Est-ce que Jacques, ça va? Ça va, Jacques? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai une petite absence. Oui, mais j'étais inquiet, moi. Non, pas du tout. J'ai un peu... Je m'endors quelques instants. Le truc est en marche. Oui, mais je couperai. Oui, Ah, voilà, ah oui, ça m'arrive, oui. j'étais inquiet. Non. Parce que je me suis dit, C'est une... peut-être que je me suis dit, je l'emmerde. Non, c'est ça. Non, mais vous pouvez continuer. D'ailleurs, souvent, je m'endors comme ça. Sur l'histoire de... Non, je me mets un petit peu comme ça. Voilà. Bon, comme je suis bavard, en plus, c'est ma passion. Alors, on ne parlait pas de l'immobilier. Oui, vous avez raison. J'essaie de... Voilà, de... Pas trop, non, mais c'est vrai pas que... trop rentrer dans les... c'est vrai que... Mais je vous dis, tous les gens vont essayer de faire des histoires du jazz, et bon, moi, par passion, je les ai... Il y a des questions que je me pose et que j'ai posées à un certain nombre de mes interlocuteurs. Allez-y, C'est de savoir si le public, direction. est-ce que le public sent la différence entre une musique vivante qui sort de la personne et quelque chose qui est de l'ordre de l'interprétation, de la lecture. Parce que j'ai l'impression que le public, il ne fait pas tellement la différence. S'il faisait la différence, il serait plus exigeant. Il n'est pas si exigeant que ça, le public, finalement. On lui présente quelqu'un qui va jouer un morceau, qui va lui jouer pendant 2 heures du Beethoven ou du Chopin, ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas, et il n'est pas en demande de quelque chose de plus authentique, de plus improvisé, de plus vivant. Donc, quelque part... C'est là que le public ne se rend pas compte de ce qu'étaient vraiment ces personnages de Mozart, de Chopin, de Beethoven. Voilà. Quand on s'intéresse à leur vie, quand on dépasse le Amadeus, qui est une fable complètement inverse de leur vie de Mozart, il y a un Quintrubre, c'était un petit marrant, parce qu'il y a un peu de maison 5, bon, un peu galopin et marrant et sourd et bon, ok. Mais la vie de Mozart, à partir de... Il avait plus de 35 ans et demi, plus de 10 dernières années, c'est atroce. Il n'avait plus de succès du tout, il ne voulait pas donner les petits cours, ça faisait chier. Il était obligé de redresser l'aristocratie, alors que c'était, lui, 81-91, c'est le moment du passage à autre chose, justement. C'est pas seulement le décor d'Uranus, mais il y avait, sentait qu'il y avait un monde nouveau qui allait apparaître, c'est le passage de l'aristocratie à la bourgeoisie dominante, c'est pas... Enfin, à l'époque de Mozart, on dit que parfois, souvent, le public était... qu'on pouvait très bien... Un public pouvait improviser plus facilement. Mais tous les musiciens du succès qui étaient des improvisateurs. Oui, voilà, c'est ça. Beethoven, il arrivait, il bien solitaire, hein. Il arrivait, il prenait le piano, il prenait le doigt comme ça, et après, mais les gens étaient là, quelle énergie, c'était une bête d'énergie. Oui, voilà. Et les impros de Beethoven, il paraît que c'était complètement dingue. Oui. Bien que c'était encore... Mais lui, c'était déjà... On était passé à un peu de romantique. Donc déjà, l'artiste, Beethoven, il commence à s'exprimer personnellement, même si c'est le nom d'un collectif. Même quand il dit à la 9e, c'est pour mon cher Napoléon. Ah, la 3e. Oui, mais pour mon cher Napoléon, j'espère que, voilà, bon. Puis on l'a repris, mais il s'emballait pour... bon, il truc c'est Napoléon, mais Napoléon n'est pas vraiment le représentant de la Révolution française, puisque c'était la réaction contre la Révolution française.
c'est un peu plus compliqué. Mais il s'est emballé comme ça. Mais à côté, j'ai lu des discours spiritualistes sur Dieu, l'énergie, le monde, machin. C'était un drôle de bonhomme, hein, le père Beethoven. Voilà, très super. Une vie terriblement souffrante et solitaire. Il a écrit les plus beaux. Et puis après, il a été atteint de la solitude. Oui. En plus, mais plus jeune, il n'était pas spécialement laid, moi, il était petit, trapu, mon bon. Et il jouait pour qui? Quand même des. C'était plus les aristos, mais c'était quand même des trucs bourgeois. Et puis il a dit un jour à quelqu'un, vous avez une particule, moi je me suis fait un nom par ma valeur. C'est quand même extraordinaire. Moi je me suis fait tout seul, je vaux quelque chose. Moi j'aime bien ce genre de revendication. Moi, depuis gosse, le béton, il me fait chialer. C'est pas la peine, il me fait chialer parce que c'est véritablement. Si Bach fait aussi pleurer parce que c'est une émotion divine, complètement. Mais Bach aussi a eu des problèmes de fric, le grand Bach, famille de musiciens et tout. J'ai vu des lettres écrites dans les. Toutes les semaines, il écrivait ses. Comment ça s'appelle? C'est pas. Des variations. Toutes les semaines, il écrivait une, c'était un métier. Un métier, la musique, tu pas envisagé comme une exhibition, quoi que ce soit bientôt génial. C'est après que ça apparaît, avec la bourgeoisie. Et puis, c'est à partir, donc, Mozart, c'est le même. Sociologiquement, c'est le musicien de passage. Et c'est lui qui a demandé à partir de 1781 d'avoir des droits d'auteur. Son père l'a fait jouer en toute l'Europe. Voilà, toute l'Europe, parce qu'il était surdoué. C'est vrai que, bon, c'est pas tellement au niveau de la composition, il faut arrêter les trucs qu'il a écrits à 7 ans, c'est pas. Vous voyez qu'il y a 3 notes, faut pas déconner non plus. Quoi. Bon, voilà. C'est très doué, très intelligent, très doué. Il a bien assimilé, et son père s'est mis à son service. Bon, c'est plus ou moins bien parti, voilà. Donc, mais, bon, il était doué, précoce, il jouait bien. On l'a remarqué. Il a joué un peu dans toute l'Europe, 15, 20, 25 ans. Des trucs, mais il jouait des trucs pour faire plaisir aux gens. Et sa vraie musique, ce qu'on trouve maintenant sur partition, c'est écrit un petit peu à côté, quoi. C'est pas ce qu'il jouait sur ça. Non. Ça. C'est pas la même. Alors donc, Mozart commence à incarner. Alors, je me rappelle aujourd'hui de Gianni, parce que tout le monde a Mozart. Qu'est-ce qu'il y a avec ce mec-là? C'est incroyable. C'est quand même quelqu'un qui travaillait à côté de l'activité musicale sociologique de l'époque, de la demande. Parce qu'on a dit, je crois que c'est un Polonais, à la cour, je ne sais pas quoi de quoi, je m'excuse, je n'ai pas le mémoire tout de suite, mais, non, pas Mozart, il joue trop de notes. Jamais. Ça me fait marrer, quand même. Ça veut dire musique, ouais, d'accord, ça part pour distraire. Mais il est trop doué, oui, il nous emmerde, quoi, il y a trop de notes. Alors qu'avant, un siècle avant, il y avait Bach qui jouait hyper bien de l'orgue, qui improvisait, mais jouer, composer, improviser, c'est la même chose. L'improvisation, c'est le brouillon du devoir. Voilà. Donc, moi, je dis à mon interview, mais vous improvisez, mais je dis, mais on arrive à un âge où, à force de jouer, une bonne improvisation, c'est une composition. Les impromptus de Schubert, c'est impeccable. Ah oui. Il est mort à 27 ans. Il faut improviser. Là, lui, il était vraiment ça. Oui, vous avez raison de dire cela. À l'époque, il n'y avait pas tellement de différence. C'est-à-dire que l'improvisation, c'était. On disait, bah, vous nous jouez une plaisanterie, vous nous jouez. Alors, ça veut dire qu'on part d'un thème, et puis l'art du musicien, c'est de broder. C'est de broder, de paraphraser. Oui. Liszt, qu'est-ce qu'il veut dire? Aller sur scène, il prenait un thème, même de Chopin, puis il paraphrasait, parce que c'est fou. Mais c'est-à-dire qu'il composait instantanément. On appelle ça la composition instantanée. Oui. Un instrumentiste. Le piano, ça s'y prête parce que le piano, c'est un petit. La bande de passants dans le piano, c'est plus que n'importe quel instrument. Nous savons, tous les compositeurs, comment ça peut faire. Après ça, moi, j'ai fait des couleurs, des temps. Et le piano, là, c'est plus large comme passant. Ça va de 27 heures à 56 heures. Donc, là, on va ça. Encore une fois. Mais c'est vraiment. On retourne dans oui. J'écris beaucoup là-dessus parce que comment on est arrivé au piano en 1800, le piano forte, mais comment avant on s'imagine que Bach jouait sur le truc, pas du tout. Les clavecins, les orgues, tout ça, les clavicordes, c'était des trucs à 4, 5, 6, 7 octaves. Oui. Alors moi je fais ça à parallèle avec la longueur de vie.
7 fois 12, 84, on vit 84 ans Bien aujourd'hui. sûr. 84, c'est marrant. Oui. Il est- Alors, est-ce que Allez-y. Est-ce que la musique, j'ai eu parfois sur Internet des discussions là-dessus, est-ce que la musique c'est quelque chose de cérébral, mental ou physique ou viscéral? Ça dépend des cultures. C'est devenu en Europe de plus en plus. Parce que l'improvisation, c'est comment vous définiriez quelqu'un qui improvise? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe dans son corps? C'est extrêmement difficile. Moi, j'ai fait des concerts avec des psychanalystes lacaniens. Je suis une peintre riche, libanaise, qui avait un besoin d'en faire un place. On pourrait peut-être faire des études sur au niveau neuroscientifique. Mais là, mais moi, on l'a fait, dans la psychologie. Et il y avait 40 lacaniens qui avaient déjà fait venir Paul Blais et qui j'arrête en solo. Moi, j'ai sympathisé avec Alain Didier Belge, je sais pas si vous connaissez, et puis son frère Alain Belge. Il était en même temps passionné de Free. Alors on est là tous ensemble, on était en train de sympathiser. C'est là que j'ai connu Barbeau. Donc, moi, je trouve que j'ai une vie assez marrante, quoi. Vous avez connu Barbeau à quel moment? Fréquenter les milieux musicaux? Non, mais Alain Didier Bell, qui était il est venu faire des cours chez moi, il m'a envoyé des psylacaniens qui disaient non, pas de Cage Jarrett, du Monk, s'il vous plaît. Alors, du vrai jazz, quoi. Pas de la small, quoi. La Cage Jarrett, c'est un peu séduction. Il est génial, mais quelquefois il est nul, quoi. Bon, il prend des risques fous, il fait n'importe total. Et il se regarde un peu le nombril, moi. Mais bon, c'est comme ça, je peux en parler pendant des heures. Mais Cage Jarrett, je le connais. Alors, on est passionné par la même chose, le piano, l'exhibition solo. Moi, ça va, j'ai passé ça maintenant. Là, avec on en parlera. Ouais, non, parce que là, j'ai fait tout ce qu'on peut faire sur un peu. Oui, voilà. Je suis fatigué, et puis même la composition me fait amuser aussi. Mais là, c'est pas. Là, il y a des timbres et des sons à l'infini, on peut combiner. Alors bon, là, ça devient marrant, parce que même le truc que je joue au piano, je peux le faire en marimba, je peux le faire en truc inattendu. Donc la nuit, dans le silence, même à basson, je m'amuse avec un truc comme ça. La Yamaha vient de sortir ça, là c'est génial. Ça y est, ils vont améliorer, mais ouais. À 7 000 €, c'est beaucoup moins cher qu'un piano. Les gens peuvent avoir un truc comme ça. Et en plus, il y a les aides, il y a des morceaux tout faits. Ouais. Tous les tubes, machin connus, que ce soit en rock, que ce soit en jazz, pas les tubes, que ce soit en pop, que ce soit en blues, ils sont tous marqués. Ouais. Vous appuyez sur deux boutons, paf, ça, le son est parfait, c'est bien orchestré. Vous n'avez plus qu'à faire une mélodie dessus. C'est sympa, quoi. Mais je dis aux gens, c'est pas la peine. Ça a été à la portée de tout le monde, là, quasiment. Ça y est, c'est génial, ça y est. Avant, c'était les synthés. Moi, j'avais vendu un piano à queue pour acheter un synthé. Mon frère m'a dit, tu l'as bu. J'ai bu un peu à l'époque. C'est comme trop cher pour l'avoir bu. Il a déconné, non? C'est pas de la méchanceté, pas loin. La jalousie. Mais bon, écoutez, j'avais acheté ça, puis dans les années 90, synthé, j'ai essayé tous les boutons. Un copain m'a dit, mais qu'est-ce que tu sens, ton truc? C'était pas encore tout à J'avais fait ça. perdu le beau piano que j'avais. Oui. Bon, une merde. J'ai attendu. Puis là, j'ai demandé à tout le monde, est-ce que vraiment, là, ça vaut le coup? Ouais, je crois que c'est là. Parce qu'ils vendent ça, surtout pour instrument de distraction le dimanche, pour s'amuser, avoir un petit accompagnement. Je dis, ça va. Non. Là, moi, je me marre comme dans un studio, un instrument. Et en mieux, dès que j'ai l'inspiration en pleine nuit, vers minuit, on n'est pas pareil qu'à midi. La journée, on n'est pas dans le même état. À chaque heure. C'est pour ça qu'à une époque, je travaillais dans l'astrochronobiologie. Parce qu'à toute heure, ce que ça veut les heures, à toute heure, chaque heure différente, ça dépend même pas seulement du thème. Perso, on est différent. Alors, bien sûr, il y a des racines sociologiques, mais il y a des racines biologiques, carrément. On n'est pas les mêmes. Donc, on est très yang la journée. Et ça correspond à la lutte sociale. On est dans l'hyper-réel. Hein. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aube et le crépuscule, c'est des moments fascinants où il y a ce jeu de passage de relais entre ça et la lune. Je trouve qu'au niveau de la couleur et de l'impression, il se passe des tas de choses que les poètes ont vachement bien décrit. Est-ce que vous avez déjà, alors vous m'avez dit que vous avez été plagié, est-ce que vous avez vu des musiciens jouer votre musique? Ouais. Est-ce que c'est... Mais la jouer à leur façon, enfin, je veux dire. Mais moi, je ne suis pas compositeur de thèmes. En jazz, il y a eu beaucoup de compositeurs de thèmes. Moi, j'ai composé surtout au piano le maximum. J'ai eu la chance d'avoir la commande du neuf au piano. Oui. En 82 à 29 ans. Bon, c'était pas payé, c'était payé 8 francs pour l'époque. Ma copine harpiste Elisabeth Valetti, tout le monde peut la enfin une femme hyper belle, qui débarque chez moi.
Mais celle-là, je t'arrive de la fois, quoi. C'est pas possible. Harpiste improvisatrice et hyper belle. Ah ouais. Il y a pas tellement. Il y a des femmes, mais elles sont pas très appétissantes. Bon, c'est des femmes un peu hommes. On cherche, quoi, dans le jazz. Cette puissance du jeu, cette force du corps, etc., c'est quand même hyper masculin. Alors, moi, il m'a posé la question, vous avez Prévost, qui était à l'époque directeur de Jazz, mais vous avez eu un parcours bizarre. Vous avez beaucoup joué avec des femmes. J'ai beaucoup travaillé avec la danseuse Marussia Vossen, Oui. qui travaille avec des musiciens de jazz. Jazz ou poser. Jazz, c'est un mot fourre-tout maintenant. Ça va de la musique contemporaine jusqu'au blues. En fait. Dès qu'il y a improvisation, ben jazz. Ce qui n'est pas la même chose. L'improvisation, c'est pas. J'ai des copains très forts du conservatoire qui savent improviser intellectuellement, mais je dirais que ça sonne pas. Jazz, c'est un état d'esprit. Bonne question dans votre réponse, discrètement. Pour vous, c'est une forme, un état d'esprit. À l'époque, je vais laisser un peu passer à autre chose. J'ai 28 ans, je ne savais pas trop répondre. Maintenant, je réponds avec force, c'est à l'esprit. C'est une façon de vivre. C'est beaucoup plus que de la musique. Pas, on est jazz, pas que avec un instrument, on est jazz dans la façon de vivre, dans l'être. On n'improvise pas que sur un piano ou sur une clarinette. On improvise quand on parle. Les gens parlent entre eux, ils se rencontrent. Ils ne se rendent pas compte qu'ils improvisent. Eh oui, c'est ça. Ils ne vont pas préparer. Ah ben tiens, attends, je vais te dire ce que je vais te dire. Ça ne va pas la tête. Je vais composer ce que je vais te dire. C'est pas qu'on écrit. Il y a une séparation entre l'écriture et l'oral et l'écrit. Est-ce qu'on n'a pas, est-ce que ça ne s'explique pas par un phénomène de rareté? C'est-à-dire que les gens s'imaginent, ils s'imaginent que la musique c'est quelque chose de très rare, et donc par conséquent, Alors, ça n'appartient pas au quotidien. C'est-à-dire qu'ils ont une conception, ils sacralisent la musique au point qu'ils ne la situent pas au niveau de l'improvisation, du quotidien. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a presque un surmoi total dans la vie. On le voit chez des classiques qui savent jouer très bien. Alors le problème, c'est de jouer avec ou sans partition. Liszt, il arrivait, il jouait évidemment sans partition. C'est lui qui a inventé les récitals vers 1870-80. Liszt et Thalberg, c'était les deux grands pianistes de toute l'Europe. Mais Thalberg, on n'en voit plus parce qu'il n'était pas compositeur. Tandis que Liszt, il reste des traces de morceaux pas toujours géniaux. Il le savait. Liszt et Schumann, quand ils ont entendu Chopin, ils étaient là, messieurs, voilà un génie, quoi. Et puis c'est vrai, Chopin, c'est carrément génial. La période avec Georges Sand dessinant en Mallorca, c'est inouï. Et sans faire l'amour une seule fois, ça c'est marrant, c'est des questions qu'on peut se poser. C'est une relation extraordinaire, je trouve. Un passage extrêmement mystérieux dans cette musette. Elle a voulu Chopin, après Musset, mais il se passe quelque chose là d'étonnant, très étonnant. Et pourtant, Chopin, moi, il était méchant, j'ai 48 kilos, c'était pas. Mais il avait une punch, quand il écrit des études révolutionnaires. Il y a un Marc-Daniel là qui... Est-ce qu'il n'y a pas des explications à chercher du côté des neurosciences? Oui. Est-ce qu'on pourrait mettre des capteurs pour voir quelles sont les zones du cerveau qui fonctionnent quand on improvise, quand on joue, quand on interprète? Elles sont en pleine ébullition, vous savez, les neurosciences. Pour l'instant, mais au niveau du cerveau, vous savez qu'il y a 100 000 milliards de neurones, c'est-à-dire autant que d'étoiles dans la galaxie. Oui, c'est même encore plus que ça. Et puis toutes les connexions, les synapses et tout. Ça veut dire, la connaissance qu'on a du cerveau, c'est extrêmement limité. On localise des fonctions. On a les deux hémisphères, le gauche et le droit, bon, c'est évident. Puis au milieu, c'est le corps calleux. Enfin, il y a le cortex aussi, oui. Le cortex, voilà. Mais là, je prends la triangulation, le 3. Et puis le corps calleux, c'est l'interaction perpétuelle du yin et du yang. Et on ne se rend pas compte, mais dans la journée, effectivement, quand on va parler à acheter du pain, si on discutait de la femme, le réel, c'est une oscillation perpétuelle, et dans le cerveau, et dans l'adaptation à la réalité. Donc, c'est là que se fait la réalité, qui est elle-même tout le temps en mouvement. Mais déjà, au niveau du cerveau, il y a raison. On essaye, je crois qu'ils essayent en laboratoire, puisque maintenant la science est de plus en plus divisée, partialisée, mais bon, de savoir, on a trouvé qu'il y avait une chimie particulière des synapses qui changeait tout le temps. Tout change tout le temps. C'est pas fixe et figé. Au niveau chimique, il y avait quelque chose de chimique. Bon, je ne suis pas un scientifique chimiste, mais
Ça m'intéresse de voir déjà les principes, comment ça se passe. Même notre cerveau va s'adapter à toute réalité différente. Le retard d'un train, je ne sais pas quoi, bon, une petite panique, machin. Chimiquement, ça s'exprime. Alors, actuellement, Une émotion est chimique. Une émotion est chimique, bah oui, c'est ça. Actuellement, est-ce que vous pourriez jouer avec d'autres personnes? Bah, j'ai toujours joué avec plein de gens. J'ai choisi Pierre Lozolo parce que c'est génial, on est commandant de bord, quoi. Oui. Et j'ai beaucoup joué, avec tonnes de gens, depuis tous les styles. Depuis Man Piscine, du boogie, jusqu'à Michel Portal. Alors comment est-ce qu'on fait pour jouer ensemble, justement? C'est le problème, il faut mettre des structures au point. Oui, voilà, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on arrive? Parce que justement, c'est quand ça on a joue été la ensemble qu'on condition. commence à être... On est obligé d'être très enfin, on se Oui, croit oui. obligé d'être... L'improvisation, elle en prend un coup quand même quand on est en plusieurs, non? Ah ben oui, on prend un sacré coup. C'est-à-dire, moi je dirais maintenant, même déjà jeune, je trouvais ça facile de prendre une grille de jazz de 8 mesures. Pour moi, ça me semble facile. Quand j'ai enseigné, je me suis dit, alors après, c'est pas du tout évident pour les gens. Ils n'y arrivent pas du tout. Mais une grille, vous avez chaque accord, et puis sur chaque accord, ça donne à peu près telle gamme correspondante. On se fixe derrière les règles, le jazz. Le jazz, il y a des codes, hein, le jazz normal, avant le free. Il y a des codes, il faut les respecter, quel style, machin, bob, machin. Et puis, tout le monde arrive, son sac, sa clarinette, sa batterie, sa contrebasse. T'as écouté, machin, quel style. On part sur la formule, on commence par des trucs connus, quoi, des standards, voilà, comme dans la chanson populaire, il y a plein de chansons, des Piaf, de Johnny, machin. C'est pareil, il y a des grands tubes que tout le monde connaît. On a tous étudié des trucs basiques, qu'on les connaît comme ça dans la tête. Et on sait qu'à partir de là, tout est organisé dans le jazz pour qu'il y ait une partie du thème se jouer ensemble. Après ça, quelques petites parties solo où on laisse à chaque instrumentiste faire son petit show, montrer ce qu'il sait faire, un petit peu comme ça. Et puis après ça, tout le monde se rassemble. Bon, ça s'appelle des formats ABA, machin. Ah oui. C'est très codé. Arrive l'époque free jazz dès les années 60, Ah oui. et aux États-Unis et en France. Ah, si on veut jouer un pro libre, c'est-à-dire tout d'un coup le mec fait un son, et puis action-réception, là, c'est à partir du son qu'il joue que nous on en fait un. Oh là là! Alors ça a été totalement sauvage au début. Oui. Et c'est arrivé, et en France, avec François Tusk, qui a joué, et Michel Portal. Ils ont écrit Free Jazz, comme Ornette Coleman a écrit pour la première 61. C'est une date importante. C'est bien pour le premier homme dans l'espace, ce genre de choses. Sur lequel il y a des connexions historiques intéressantes. Et là-bas, c'était Ornette Coleman qui a commencé à écrire Free Jazz aussi, Free Jazz, Black Power. Bon, il ne faut pas oublier le Black Power. Parce que notre ami Philippe Carle, qui a monté les cahiers du jazz avec Comolli, qui est le cinéma, qui était directeur ensuite de Jazz Magazine, très intello. Quand je découvrais ça à 20 ans, qu'est-ce que c'est un théo, qu'est-ce qu'ils sont compliqués. Putain, si moi j'arrive pas à lire, alors les gens, jazz, musique d'intello, ça c'est évident. Parce que les commentaires sur le concert, oh là là, c'était bourré effectivement de 68 arts sémiologues, machin, sémantico-bidule, qui avait lu, j'ai sorti, j'ai retrouvé tout à l'heure, le bouquin présent d'Adorno qui reprend, Oui. qui est intéressant à relire maintenant, parce que ça répond. En ce moment, on se repose ces questions de. On se les repose comme après 68. Et je l'ai retrouvé, je me suis dit, tiens, si Jacques passe, je le sors. J'en ai plein, mais bon. Évidemment, je suis obligé, musicien, d'avoir plein. C'est des questions qui se reposent. Il a dû échapper même à un incendie, il est très vieux. Bon, Adorno, il faut resituer, mais. Alors maintenant qu'on est en 2013, Oh là là. est-ce qu'on peut faire le bilan est-ce que le jazz c'est une expérience qui a ses limites? Ben, il n'a plus de limites, justement. Il n'y a plus que des singularités. Tant qu'il y avait un tronc commun et que les bons musiciens jouaient ensemble et inventaient de nouvelles formes, je dirais qu'à partir du moment où est apparu le free, est apparue une liberté infinie qui allait permettre toutes les inventions de codes et de structures libres. On définit à l'avance un plan d'ensemble, mais plus il est libre et libertaire, Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, ça va être de l'impro. On joue par rapport au son qu'émet l'autre, on va répondre, ça devient un ping-pong. d'accord. Mais il y a aujourd'hui des petits blancs très savants instrumentalement, comme mon ami, entre guillemets, Antoine Hervé,
qui écrit dans la revue pianiste, et qui avec M. Siller passé à la télé, ils disent, tous les deux formés évidemment au conservatoire, ils sont doués, donc ils font du jazz. Je me marre. Parce que justement, ils n'ont pas réussi en jazz, parce que lui, il n'a pas réussi parce qu'il n'y avait pas de feeling, il n'y avait pas d'âge. Un jazz, c'est une intensité. Sinon, c'est pas. On peut jouer tout en jazz. Parce que en vous le écoutant, jazz, c'est une façon de jouer. Une façon de jouer. Une Mais façon alors, de jouer. justement, l'improvisation aujourd'hui, elle commence à devenir accessible à des gens formés au classique. Oui. Ils commencent à se débrider. Mais ils ont du mal. Parce que le conservatoire, on leur dit, ah, j'ai fait un petit peu d'impro. Non, c'est de la merde. Voilà, donc, ils s'auto-censurent. C'est dommage, ils sont doués. Il faut exactement sur partition, des trucs. Ils auraient rigolé, Chopin et Beethoven, en voyant ça. La Ils musique, sont en conformité avec le texte, oui, c'est ça. ben, ils lisent bien, ils interprètent bien. Ah oui. Le, Mais ce que je comprends pas, alors, le- enfin, un texte. Mais le texte, tu aimes 50% du temps, c'est des impros. Les oui, c'est textes, ça, voilà. d'où ils viennent. C'est ce qu'il faut bien dire. Bach, c'était que des impros. Mais il les retenait, il les notait quand même. Oui, il est noté. Oui. Et à Parce partir que- de 1781, Mozart a demandé la création des droits d'auteur. Oui. Mais ce que je comprends pas, dans ce que vous dites, Bon. ce que je ne comprends C'est pas un très bien, grenier. c'est, on ne peut pas dire que, à partir de quel moment, par exemple, quelqu'un joue une musique, on va dire non, ça c'est pas du jazz. Ah bah ça, c'est autre chose. L'impro et le jazz, c'est deux choses très différentes. Oui, donc On peut tout n'est faire pas, de tout n'est pas l'improvisation. jazz, tout n'est pas jazz. Intelligente, en connaissant tous les Et systèmes. qu'est-ce qui fait qu'une musique est considérée comme du jazz et une autre non? Ah ben ça devient très délicat aujourd'hui parce qu'il y a tellement de singularités. Vous allez avoir un Ukrainien ou un Finlandais fait du jazz. Il va prendre toutes les musiques du monde qu'il a entendues et les incorporer à son folklore personnel et sociologique. Et tout. Donc, de tous les côtés de la planète, enfin, dans les pays riches, les pays pauvres, il n'y a pas encore tout à fait ces percussions entre cultures, mais il y en a en Afrique du Sud, il y en a au Brésil, ça commence à être mondial. Maintenant, il n'y a plus un jazz qui a une histoire, un sens et qui est reconnaissable. Le jazz, ça veut dire toute musique métissée. Il y aura une confrontation entre la tradition et la modernité, Ah oui. entre le savant et le populaire. Et là, parce que le jazz du siècle dernier, noir ou blanc, qui devient de plus en plus blanc. Parce que la beat est improvisée, les noirs n'ont pas toujours accès dans les écoles d'Arclès ou les machins. Beaucoup de blancs qui s'y mettent. Puis aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de pianistes blancs, ils demandent tous à pouvoir improviser quand même. Même sur on peut improviser sur le Chopin, mais bon, pour après le de Chopin, Oui. très beau. Il y a la Alors, récemment, place, hier justement, il y avait on peut improviser. C'est un prétexte. au Luxembourg, il y avait dans le festival Chopin du Luxembourg, il y a eu des gens qui ont improvisé, sur qui ont fait de la musique contemporaine sur du Chopin. Enfin, pas trop chargé. voilà. Quand c'est chargé, c'est embêtant. Oui. Moi, j'ai fait par exemple une composition, je l'ai soumise, qui reste encore vendue, puis surtout il y a des gens qui en parlent, ça qui me fait plaisir. Je m'étais cassé plus de 9 mois avec un crayon de gomme, j'ai changé de tonalité habituelle, bref, pour que ce soit pas reconnaissable, je me suis mis en question. J'ai réussi après 22 minutes, et surtout 22 parties. J'habitais au 22. Oui, d'accord. J'ai commencé à lire un petit peu le tarot, m'intéresser donc les 22 lames, et c'est connecté aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Donc là, on rentre dans des choses intéressantes. Moi, qui m'intéressait, de jonction entre ma passion pour l'astrologie, etc., et la passion pour la musique. Alors, je fais une œuvre qui n'était pas innocente par rapport aux autres. Vous savez comment c'est de 83